Mes parents m'ont traîné en justice pour l'héritage de 4,8 millions de dollars que mon grand-père m'avait laissé. Votre honneur, elle travaille comme serveuse, elle est clairement incapable de gérer de l'argent, ont-ils dit. Le juge a hoché la tête et s'est moqué, une serveuse qui gère des millions? Brillant. Tout le monde a ri. Alors je me suis levé et j'ai dit, en fait, votre honneur, je suis diplômé en droit de Harvard, et je viens d'enregistrer tout. Le juge est devenu pâle. Je m'appelle Alay et j'ai 28 ans. Le marteau du juge s'est abattu comme un coup de feu et 23 personnes dans cette salle d'audience ont éclaté de rire à mes dépens. Le juge lui-même essuyait des larmes de ses yeux en me déclarant clairement inapte à gérer des millions. Mes propres parents étaient assis là, souriant d'un air suffisant comme s'ils venaient de gagner à la loterie, ce qui dans leur esprit était le cas. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner. Si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par les personnes censées vous aimer, vous voudrez absolument rester pour ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi revenir en arrière pour expliquer comment je me suis retrouvé à être la risée de ma propre audience successorale. Tout a commencé quand j'avais 7 ans, debout dans ma chambre d'enfant pendant que mes parents faisaient ma petite valise. Grand-père William veut que tu restes avec lui un moment, dit maman, sans me regarder dans les yeux. Juste le temps que nous réglions certaines choses. Ce moment a duré 21 ans et honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mes parents, Robert et Linda Morrison, n'étaient pas méchants. Ils étaient juste des gens opportunistes. Ils aimaient l'idée d'avoir de l'argent, mais pas la responsabilité qui allait avec. Quand je suis né, grand-père William était déjà déçu de son fils. Papa avait ce talent pour les grandes idées mais aucune capacité à les concrétiser. Maman était belle, charmante, et complètement allergique à tout ce qui ressemblait à du travail acharné. Grand-père a vu ce qui se passait. Je me présentais au dîner de famille avec des bleus sur les tibias, à force de me heurter à des meubles qui n'avaient pas été déplacés des passages. Mes vêtements ne me correspondaient jamais tout à fait, n'est-ce pas? Parce que personne ne faisait attention quand je grandissais. Je n'étais pas maltraité, juste oublié, comme une plante d'intérieur que l'on arrose occasionnellement. Aimerais-tu avoir ta propre chambre chez grand-père, me demanda-t-il un après-midi. J'avais 8 ans alors, assez âgé pour reconnaître le sauvetage quand je le voyais. Avec des livres et une grande fenêtre. Je peux apporter mon ours en peluche. Absolument. Cette conversation a tout changé. En quelques mois, je vivais légalement avec grand-père William. Mes parents venaient pour les fêtes et les anniversaires, jouaient les parents dévoués pour les photos, puis disparaissaient pour retrouver leur vie sociale. Ils avaient l'air bien sans faire de véritable éducation parentale. Une efficacité Morrison classique. Grand-père William était tout ce qu'il n'était pas. Constant, présent, intéressé par mes pensées et mes rêves. Il m'a appris les échecs, m'a aidé avec mes devoirs, et ne m'a jamais fait me sentir comme un inconvénient. Quand j'ai montré de l'intérêt pour l'équipe de débat, il m'a conduite à chaque tournoi. Quand j'ai décidé que je voulais étudier le droit, il a souri et a dit, voilà qui ressemble à une Morrison avec du bon sens. Le jour où j'ai été accepté à Harvard, j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. La première question de papa, combien cela va-t-il coûter à ton grand-père? Parce que bien sûr. Vivre avec grand-père William, c'était comme avoir son propre fan personnel qui se trouvait valoir 30 millions de dollars. Non pas qu'il en fasse étalage. L'homme conduisait une Honda de 15 ans et raccommodait ses propres chaussettes. L'argent est un outil, Alay disait-il. Dès qu'il devient ton identité, tu te perds. Mes parents n'ont jamais appris cette leçon. Ils vivaient dans une belle maison que grand-père William leur avait achetée, conduisaient des voitures qu'il avait financées, et assistaient à des galas de charité à ses frais. Ils étaient des petits-enfants professionnels, en gros. Et ils étaient très bons à ça. Ton père a une telle vision, me disait grand-père avec ce regard dans les yeux qui disait qu'il essayait de se convaincre. Il a juste besoin de trouver la bonne opportunité, n'est-ce pas? 47 ans et toujours à la recherche de sa grande chance. Pendant ce temps, maman organisait des clubs de lecture pour des dames riches et appelait cela développement intellectuel. Les livres n'avaient jamais plus de 200 pages. Mais voici ce que mes parents n'ont pas réalisé pendant qu'ils jouaient à la maison avec l'argent de grand-père. Ils regardaient. Toujours. Ils voyaient comment ils ne demandaient jamais mes notes. Comment ils oubliaient mon anniversaire 3 ans de suite.
Comment il se présentait aux réunions de famille avec des cadeaux coûteux les uns pour les autres et un cadeau de pharmacie vite fait pour moi. T'appelle-il jamais pour prendre de tes nouvelles, demanda grand-père quand j'avais 14 ans. Maman a envoyé un SMS la semaine dernière, menti-je. À propos de quoi? Juste des trucs. Il savait que je mentais. Je savais qu'il savait, mais grand-père William était trop distingué pour insister. Au lieu de cela, il s'assurait simplement que je ne ressente jamais l'absence. Leçons de piano, camp d'été, préparation universitaire, tutorat. Il se présentait aux réunions parents-professeurs et prenait des notes comme si mon avenir importait réellement pour lui, parce que c'était le cas. Quand j'ai commencé à Harvard, grand-père a insisté pour m'y conduire lui-même. Premier Morrison a fréquenté une école de l'Ivy League, dit-il, les mains agrippant le volant. Tes parents n'ont pas pu venir. Papa a une réunion d'affaires. Maman a son club de lecture le jour de l'emménagement. J'ai haussé les épaules comme si cela n'avait pas d'importance. Ce sont des gens occupés. Nous sommes tous occupés, ma chérie. C'est une question de priorité. Ce trajet jusqu'à Cambridge, c'est à ce moment-là qu'il a mentionné le testament pour la première fois. Je pensais à l'héritage ces derniers temps, dit-il avec désinvolture. Qu'est-ce qui compte vraiment quand on n'est plus là? Grand-père, tu ne vas nulle part avant des décennies. Peut-être, mais quand je partirai, je veux m'assurer de laisser les choses entre de bonnes mains. Des mains responsables. Je pensais qu'il parlait de papa, ce que je savais. À Harvard, je me suis plongé dans l'étude du droit constitutionnel, du contentieux des sociétés, de la finance internationale. Grand-père venait chaque semestre, s'asseyant au fond de mes concours de plaidoirie avec ce sourire fier qui rendait toutes les sessions d'études nocturnes dignes d'être vécues. Mes parents, ils sont venus à la remise des diplômes, sont arrivés 15 minutes en retard, sont partis pendant la réception. Maman s'est plainte tout le temps des chaises inconfortables et de la longueur de la cérémonie. Papa a passé la majeure partie de son temps au téléphone, planifiant probablement sa prochaine grande opportunité d'investissement. Harvard Law, dit grand-père ce soir-là au dîner. Dans les 10% supérieurs de ta promotion. Je ne pourrais pas être plus fier. Mes parents acquiescèrent poliment. Comme si j'avais annoncé que j'avais appris à faire du pain grillé. Cela aurait dû être mon premier indice de ce qui allait arriver. Grand-père William est décédé un mardi de mars. Paisiblement dans son sommeil, sans drame, sans bousculade de dernière minute pour des conversations au chevet du lit. Juste paisible, ce qui d'une certaine manière a rendu les choses pires. J'avais 26 ans, 2 ans après Harvard, et je travaillais dans un petit cabinet à Boston. L'appel est venu de sa gouvernante à 6h30 du matin. Mademoiselle Allais, je pense que vous devriez rentrer. J'ai roulé les 4 heures jusqu'à sa maison dans le Connecticut dans un état second. Mes parents étaient déjà là, se déplaçant dans son bureau avec une efficacité concentrée qui me donnait la nausée. Il ne pleurait pas. Il faisait l'inventaire. Oh, ma chérie, dit maman, m'enveloppant dans une étreinte superficielle. Il va terriblement nous manquer à tous. Que faites-vous, demandai-je, regardant papa examiner des papiers sur le bureau de grand-père. Juste organisé, dit-il sans lever les yeux. Ces choses doivent être gérées correctement. Les funérailles furent magnifiques. Grand-père les aurait détestées. Trop de faste, trop de dépenses. Maman insista pour le cercueil en acajou, les fleurs importées, la cathédrale au lieu du simple service religieux qu'il avait voulu. Il mérite le meilleur, répétait-elle. Avec l'argent de qui, me suis-je demandé, mais je me suis tu. Le deuil rend diplomate. Après le service, les gens venaient me raconter des histoires sur la générosité de grand-père. Comment il avait discrètement payé les factures médicales de quelqu'un ou financé des bourses pour des enfants qui ne pouvaient pas se permettre l'université. J'avais vécu avec l'homme pendant 21 ans et j'en connaissais à peine la moitié. Il avait aidé des gens toute sa vie d'adulte et ne l'avait jamais mentionné une seule fois. Il pensait que tu étais merveilleuse, me dit Madame Henderson, la voisine, parlant toujours de sa brillante petite fille qui allait changer le monde. Pendant ce temps, mes parents étaient 3 tables plus loin, acceptant les condoléances comme s'ils avaient perdu leur plus cher ami au lieu de l'homme qui avait financé tout leur mode de vie. La lecture du testament était prévue pour le mercredi suivant. Procédure standard, expliqua l'avocat. Rien à craindre. Mais je remarquai que mes parents passaient ces jours-là en conversation chuchotée qui s'arrêtait chaque fois que j'entrais dans la pièce. Êtes-vous inquiet de quelque chose, demandai-je à papa ce dimanche.
Inquiet? Non, non, juste, il y a beaucoup à régler quand quelqu'un décède. Intérêts commerciaux, propriété, c'est compliqué. Je pourrais aider. Je connais un peu les affaires juridiques. C'est gentil, ma chérie. Mais c'est une affaire de famille. Affaire de famille. Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si 21 ans à être plus une fille qu'une petite fille ne comptait pour rien. Mardi soir, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mes parents étaient différents. Trop prudents avec leurs mots, trop intéressés par mon emploi du temps. Quand j'ai mentionné que je prendrais peut-être quelques semaines de congé pour aider à régler les affaires de grand-père, papa a pratiquement sauté de sa chaise. Pas besoin de ça, dit-il rapidement. Nous pouvons tout gérer. Je vis ici aussi. J'ai vécu ici. C'était ma maison la majeure partie de ma vie. Bien sûr, ma chérie. Mais tu as ta propre vie maintenant. Ta carrière. Grand-père ne voudrait pas que tu mettes ça en suspens. Depuis quand mes parents se souciaient-ils de ma carrière? Depuis quand s'inquiétaient-ils que je mette quelque chose en suspens? J'avais mis ma vie en suspens pour leur commodité depuis mon enfance. C'est là que ça m'a frappé. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient de mon implication dans quelque chose qu'ils voulaient gérer eux-mêmes. La lecture du testament était à 14 h le mercredi après-midi. Je portais la robe bleu marine que grand-père m'avait achetée pour ma remise de diplôme en droit. Professionnelle, respectueuse, prête pour ce qui allait suivre. J'aurais dû porter une armure à la place. Avez-vous déjà vécu une trahison si complète qu'elle vous a fait mal physiquement? Laissez un commentaire si vous avez senti ce couteau dans le dos de la part de votre famille. L'avocat, Monsieur Peterson, connaissait notre famille depuis 30 ans. Il avait l'air vraiment mal à l'aise en étalant les documents sur son bureau en acajou. Mes parents étaient assis en face de moi, les mains jointes, les expressions soigneusement neutres. C'est un peu inhabituel, commença Peterson, ajustant ses lunettes. William a apporté plusieurs modifications à son testament au cours des 2 dernières années. Mon estomac se contracta. Des modifications signifiaient des complications. Des complications signifiaient que mes parents allaient se salir les mains. Le principal bénéficiaire de la succession Morrison est Haley Morrison, âgé de 26 ans, résidant actuellement à Boston, Massachusetts. Le silence était assourdissant. Je fixai Peterson, certaine d'avoir mal entendu. Les expressions soigneusement neutres de mes parents se fendirent légèrement. Je suis désolé, dit papa, la voix tendue. Avez-vous dit principal bénéficiaire? La succession s'élève à environ 4,8 millions de dollars, continua Peterson. Y compris les actifs liquides, les propriétés et les placements commerciaux. Mademoiselle Morrison hérite de 95% de la succession. La main de maman vola à sa gorge. 95%. Les 5% restants sont partagés entre Robert Morrison et plusieurs œuvres de bienfaisance désignées. 5%. Après 47 ans d'être le beau-fils, mon père a obtenu 5% de la succession de son père. Cela représente environ 240 000 dollars. Une belle somme, certes, mais pas les millions qu'il attendait depuis des décennies. Il doit y avoir une erreur, dit papa, se penchant en avant. Mon père a toujours dit que la succession serait divisée entre les membres de la famille. Monsieur Morrison a été très précis sur ses intentions, répondit Peterson. Il a estimé que Haley a démontré la responsabilité et le jugement nécessaires pour honorer son héritage. Je restais assise, engourdie. 4,8 millions de dollars, plus d'argent que je ne pourrais dépenser en plusieurs vies. Assez pour faire tout ce que je voulais quand je voulais. Et je l'avais hérité de la seule personne qui m'avait vraiment aimé. C'est ridicule. Maman finit par exploser. C'est juste une enfant. Elle n'a aucune expérience en gestion d'argent. Elle a 26 ans et un diplôme en droit de Harvard, dit Peterson avec douceur. Un diplôme ne signifie pas qu'elle comprend les affaires, ajouta papa, mon père a bâti cette richesse sur des décennies. Cela demande de l'expérience, de la sagesse, deux qualités que votre père estimait que Haley possédait. La réunion continua pendant 1 heure, mais je l'entendais à peine. Le choc de mes parents s'était cristallisé en colère, puis en détermination. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans leur tête. Des contestations juridiques, des audiences de compétences,
tout ce qu'il fallait pour mettre la main sur l'argent de grand-père. Bien sûr, le testament est soumis à l'homologation, mentionna Peterson alors que nous nous préparions à partir. Procédure standard. Le tribunal devra valider le document avant que les actifs puissent être transférés. Bingo. Mes parents échangèrent un regard qui disait qu'ils avaient trouvé leur ouverture. Combien de temps l'homologation prend-elle habituellement, demanda maman gentiment. De 6 mois à 1 an, selon les complications. Ils planifiaient déjà des complications. Ce soir-là, mes parents m'invitèrent à dîner au country club. Leur régal, dirent-ils. Il était temps de tout discuter en famille. J'aurais dû m'en douter. Nous voulons contester le testament, dit papa sur les amuse-gueules. Non par cupidité, mais par souci de ton bien-être. Mon bien-être? Chérie, tu as 26 ans, dit maman. Tu n'as jamais géré rien de plus grand qu'un compte courant. Ce genre d'argent, ça change les gens. Ça attire le mauvais genre d'attention. Que suggérez-vous? Une fiducie, dit papa. Avec des fiduciaires expérimentés, maman et moi. Nous gérerions la succession jusqu'à ce que tu sois plus âgé. Plus préparé. Je posai ma fourchette avec précaution. Préparé à quoi exactement? À gérer cette responsabilité. Grand-père William avait de bonnes intentions, mais il ne pensait pas clairement à la fin. En fait, grand-père avait pensé plus clairement que jamais. Il avait vu exactement qui étaient mes parents, et il m'avait protégé en conséquence. Même depuis sa tombe, il continuait de prendre soin de moi. J'apprécie votre préoccupation, dis-je. Mais je suis parfaitement capable de gérer mon héritage. Leurs visages s'assombrirent. L'acte des parents aimants et inquiets disparut comme de la fumée. Nous verrons bien, dit papa doucement. Et c'est là que j'ai su que le vrai combat ne faisait que commencer. Les documents légaux arrivèrent par coursier 3 semaines plus tard. Mes parents contestaient le testament pour motif d'influence indue et d'incapacité de la bénéficiaire. Ils affirmaient que grand-père William avait été manipulé pour changer son testament et que je manquais d'expérience pour gérer un héritage aussi substantiel. Leur avocat était cher. Le genre de cher qui signifiait qu'il dépensait déjà de l'argent qu'il s'attendait à gagner. C'est une procédure standard. Mon propre avocat expliqua lors de notre première réunion. Les litiges familiaux sur les héritages arrivent tout le temps. Mais le testament était clair. Grand-père était mentalement compétent lorsqu'il a pris ses décisions. Vos parents soutiennent le contraire. Ils ont soumis des preuves suggérant qu'il a été indûment influencé par quelqu'un ayant un intérêt financier dans le résultat. Quelqu'un, cela veut dire moi. Quelqu'un, cela veut dire vous. L'ironie était suffocante. Mes parents, qui avaient vécu de la générosité de grand-père pendant des décennies tout en ne contribuant rien de significatif à sa vie, m'accusaient de manipulation. Moi, qui avais été trop fier pour lui demander de l'argent pour l'essence pendant mes études. Mais voici où les choses sont devenues intéressantes. Pendant la procédure d'homologation, tous les actifs de la succession sont gelés. Cela signifiait que mon héritage était bloqué dans les limbes juridiques, mais cela signifiait aussi que mes parents ne pouvaient pas y toucher non plus. Malheureusement, cela signifiait aussi que je ne pouvais pas accéder à mon propre compte d'épargne, qui avait été mystérieusement signalé comme potentiellement lié aux actifs de la succession. Comment mon compte personnel est-il lié à quoi que ce soit, demandai-je à Peterson. Votre grand-père a fait des dépôts occasionnels au fil des ans, des cadeaux, des paiements de scolarité. Le tribunal veut s'assurer qu'il n'y a pas de mélange d'actifs. Super. Ainsi, pendant que mes parents continuaient à vivre dans leur maison payée avec leur voiture payée, je me suis retrouvé soudainement sans un sou. Vraiment sans un sou. Genre, à manger des ramen pour le dîner sans un sou. C'est à ce moment-là que mon amie d'université, Sarah, a appelé avec une proposition. Elle ouvrait un petit café près du campus et avait besoin d'aide pour le lancer. Juste temporaire, dit-elle. Quelques quarts de travail ici et là jusqu'à ce qu'elle puisse embaucher du personnel permanent. Je ne peux pas payer beaucoup, prévint-elle. Pour l'instant, je débarrasserai les tables pour de la nourriture gratuite, lui dis-je. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le café de Sarah était minuscule, peut-être 12 tables, spécialisées dans le café et les repas légers pour les étudiants. Je travaillais le soir 3 fois par semaine, servant des sandwichs et débarrassant les tables. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête qui payait suffisamment pour garder mon studio.
Le travail était en fait thérapeutique. Après des mois passés à me noyer dans les documents juridiques et les dépositions, il y avait quelque chose de satisfaisant dans la simplicité de prendre des commandes et d'essuyer les tables. Pas de dynamique familiale compliquée. Pas de motifs cachés, juste du café, des conversations et des pourboires décents des étudiants. Vous semblez différente de la plupart des diplômés en droit, remarqua un client régulier. Comment ça? Moins coincé, plus réel. Si seulement il savait. Je travaillais au café depuis environ 6 semaines quand cela s'est produit. Je réapprovisionnais le poste à café quand j'ai remarqué un couple familier à la table 4. Pas des clients que je reconnaissais, mais des visages familiers d'ailleurs. Des amis de la famille de mes parents, les Henderson, qui avaient été aux funérailles de grand-père. Ils me regardaient avec des expressions de choc et ce qui ressemblait étrangement à de la pitié. Madame Henderson s'est approchée du comptoir quand j'ai apporté leur addition. « Allez ma chère, est-ce vraiment toi? » « Bonjour, Madame Henderson. Comment allez-vous? » « Je vais bien, je suis surprise de vous voir ici. » Ses yeux ont balayé mon tablier de café et les taches de café sur ma chemise. « Vous travaillez ici? » « Juste pour aider une amie, dis-je avec désinvolture. « Oh, comme c'est gentil. » Mais son expression disait que ce n'était pas gentil du tout. Elle disait qu'elle planifiait déjà l'appel téléphonique qu'elle ferait dès qu'elle serait rentrée chez elle. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. « Allez, ma chérie, il faut qu'on parle. » L'embuscade est venue déguisée en dîner du dimanche. Mes parents m'ont invité chez eux, affirmant qu'ils voulaient discuter d'une résolution pacifique de la contestation du testament. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était présenter leur preuve que j'étais inapte à hériter des millions. « Nous avons entendu dire que tu travailles comme serveuse, dit maman sur le rôti de bœuf que j'étais presque survenu d'un restaurant. J'aide une amie avec son café, servant du café, précisa papa. Débarrasser les tables, un travail honnête. Bien sûr, ma chère, mais cela soulève des questions sur ton jugement, sur ta capacité à gérer des actifs importants. Je posai ma fourchette. Quelle question? Eh bien, maman échangea un regard avec papa. Si tu avais un bon sens des affaires, ne profiterais-tu pas de ce temps de manière plus productive? Faire du réseautage, peut-être? Établir des relations professionnelles. Au lieu de profiter des largesses de la succession de votre grand-père pendant des décennies, vous voulez dire? La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Nous n'avons jamais profité de largesse, dit papa d'un ton sec. Votre grand-père était généreux avec la famille. C'est différent. Est-ce le cas? Parce que de là où je suis, il semble que vous ayez vécu de son argent toute ma vie. Ça suffit. Maman a claqué. Cette attitude est exactement ce dont nous parlons. Ce ressentiment, cette hostilité envers la famille. Ce n'est pas sain. Ce qui n'est pas sain, ce sont 2 adultes qui poursuivent leur fille en justice parce qu'ils ne peuvent pas accepter que papa les ait enfin vus tels qu'ils sont vraiment. Le masque est tombé complètement alors. Plus de parents inquiets. Plus de dynamiques familiales aimantes. Juste une pure cupidité calculatrice. Tu ne mérites pas cet argent, dit papa tranquillement. Tu ne l'as pas bâti. Tu ne l'as pas gagné. Tu t'es juste trouvé au bon endroit au bon moment. Et vous l'avez mérité en étant une déception professionnelle pendant 47 ans. Nous verrons ce que le tribunal pense de ton aptitude en tant qu'héritière, dit maman, se levant brusquement. Surtout quand ils verront comment tu vis actuellement. Vous voulez dire me soutenir honnêtement par un travail réel au lieu de vivre de l'argent de la famille. Nous voulons dire comme quelqu'un qui ne peut clairement pas gérer ses propres finances, et encore moins des millions de dollars. Ils avaient des photos. Madame Henderson avait été minutieuse, prenant des photos de moi dans mon tablier de café, l'air fatigué et taché de café. Preuve parfaite de ma détresse financière et de mon mauvais jugement. Le tribunal verra cela, dit papa, faisant glisser les photos imprimées sur la table. Ainsi que le témoignage de témoins de moralité concernant ton déclin récent. J'ai regardé les images. Elles montraient exactement ce que j'étais, une jeune femme travaillant honnêtement pour payer ses factures, mais à travers la lentille de mes parents, j'avais l'air de quelqu'un qui ne savait pas gérer l'argent. Quelqu'un qui avait gâché des opportunités et s'était retrouvé à servir des tables. Vous savez quoi, dis-je, me levant. Vous avez absolument raison sur une chose. Je ne suis pas la fille que vous avez élevée. Qu'est-ce que ça veut dire?
La fille que vous avez élevée aurait déjà remis l'argent. Elle se serait excusée que grand-père l'ait aimé plus qu'il ne vous aimait. Elle aurait fait de votre cupidité son problème à résoudre. Je me suis dirigé vers la porte, laissant les photos éparpillées sur leur table de salle à manger. Mais voici ce que vous ne comprenez pas à propos de la petite fille que grand-père William a élevée. Elle n'abandonne pas, et elle ne cède certainement pas aux intimidateurs. Nous verrons bien, cria maman après moi. Oui, dis-je par-dessus mon épaule. Nous verrons. La date de l'audience était fixée pour le mois suivant. Mes parents étaient convaincus d'avoir prouvé leur cause. Après tout, quel juge confierait des millions de dollars à une femme qui ne pouvait même pas se permettre d'arrêter de travailler comme serveuse pendant son litige successoral? Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Avez-vous déjà été si mal sous-estimé que cela a en fait joué en votre faveur? Faites-le moi savoir dans les commentaires car vous êtes sur le point de découvrir à quel point mes parents se sont trompés sur tout. 3 jours avant l'audience, mon avocate, Rebecca, m'a donné un conseil qui allait tout changer. Apporte un appareil d'enregistrement, dit-elle d'un ton neutre. Non pas pour piéger qui que ce soit, juste pour te protéger. Parfois, les juges oublient leur formation lorsque les dynamiques familiales s'enflamment. Je la fixai. Est-ce légal? Le Connecticut est un État à consentement unilatéral. Tu peux enregistrer toute conversation dont tu fais partie. Et crois-moi, tu veux une trace de tout ce qui sera dit dans cette salle d'audience. Alors me voilà assise dans ma voiture devant le palais de justice à 8h47 un jeudi matin, vérifiant l'application d'enregistrement de mon téléphone pour la 3e fois. Incroyable comme la technologie fonctionne, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, il fallait du matériel pour surprendre les gens en flagrant délit d'horreur. Maintenant, il suffit de l'appareil que tout le monde porte dans sa poche. Mes parents étaient arrivés 15 minutes plus tôt dans la BMW de papa, celle que grand-père avait co-signée, juste le temps que Robert se remette sur pied. C'était il y a 8 ans. Certains pieds mettent plus de temps à trouver leur équilibre. Apparemment, ils avaient amené des renforts. Tante Patricia, l'oncle Jim, même mon cousin Marcus, que je n'avais pas vu depuis le lycée. Rien ne dit nous nous soucions de la famille comme le fait d'assembler un public de salle d'audience pour vous regarder détruire l'avenir de votre fille. Rebecca me rejoignit sur les marches du palais de justice, l'air d'une avocate compétente dans son tailleur bleu marine et ses talons raisonnables. Comment te sens-tu? Comme si j'étais sur le point de regarder mes parents essayer de voler 4 millions de dollars tout en prétendant que c'est pour mon bien. Es-tu prête pour ça? Je tapotai le téléphone dans la poche de ma veste. Plus prête qu'il ne le pense. Le palais de justice était l'un de ces imposants bâtiments en pierre conçus pour faire sentir les gens ordinaires petits. Sol en marbre, boiserie en chêne, portrait de juges décédés nous regardant depuis les murs. Très intimidant, très officiel. Très exactement le genre d'endroit où une jeune femme en costume bon marché pourrait se sentir dépassée. Heureusement, je n'étais pas n'importe quelle jeune femme. L'avocat de mes parents était un homme nommé Harrison Blackwell, la soixantaine avec des cheveux argentés et un costume qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Il avait ce genre d'arrogance particulière qui vient de décennies à gagner des affaires par l'intimidation plutôt que par une véritable compétence juridique. Mademoiselle Morrison, dit-il, s'approchant de notre table avec un sourire condescendant. J'espère que nous pourrons maintenir la courtoisie des débats d'aujourd'hui. Oh, je suis toujours courtoise, monsieur Blackwell. Parfois, de manière agressive. Son sourire vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. Vos parents espèrent éviter une longue bataille juridique. Peut-être pouvons-nous parvenir à un règlement amiable. Vous voulez dire que je vais peut-être me coucher et les laisser prendre l'argent de grand-père? Je veux dire, peut-être pouvons-nous trouver une solution qui convienne à tout le monde. Je le regardais, vers mes parents qui étaient assis, chuchotant avec insistance avec leur système de soutien familial réuni. Monsieur Blackwell, la solution qui convient à tout le monde est celle que grand-père William a déjà choisie. Cela s'appelle son testament. Nous verrons ce que la Cour en pense. Oh, nous le ferions certainement. À 9h30 précise, l'huissier a appelé notre affaire. Morrison contre Morrison. Affaire de succession 2024 PR 1847. C'est parti, pensais-je, démarrant discrètement l'application d'enregistrement en me levant. Il est temps de découvrir jusqu'où mes parents étaient prêts à aller. Alerte spoiler, plus bas que je ne l'imaginais.
Le juge Harold Peton ressemblait exactement à ce que la distribution centrale aurait commandé pour une figure d'autorité intimidante. La soixantaine, barbe grise, le genre de voix profonde qui rendait les avocats nerveux. Il siégeait depuis 22 ans, ce qui signifiait qu'il avait vu toutes les disputes familiales imaginables. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Ceci est une affaire de succession contestée, commença-t-il, ajustant ses lunettes de lecture. Les demandeurs, Robert et Linda Morrison, contestent le testament de William Morrison pour cause d'influence indue et d'incapacité de la bénéficiaire. Incapacité de la bénéficiaire. C'est du jargon juridique pour trop stupide pour gérer de l'argent. Charmant, n'est-ce pas? Blackwell se leva pour présenter leur affaire, étalant des photographies sur la table des preuves comme s'il révélait des secrets d'État. Votre honneur, ces images montrent le mode de vie actuel de la bénéficiaire proposée. Comme vous pouvez le voir, Mademoiselle Morrison a travaillé dans la restauration, plus précisément comme serveuse pendant la période de probation. Les photos étaient en fait de très bonne qualité. Madame Henderson avait manqué sa vocation de photographe de surveillance. Me voilà, l'air fatigué et taché de café, luttant clairement pour joindre les deux bouts. Les demandeurs soutiennent, continua Blackwell, que cela démontre un manque fondamental de responsabilité financière. Quelqu'un capable de gérer un héritage de 4,8 millions de dollars ne se retrouverait pas dans de telles circonstances. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. La logique était spectaculaire. Parce que j'étais trop fier pour vivre de l'argent familial en me battant pour mon héritage, j'étais donc trop irresponsable pour mériter l'héritage. C'est comme dire que quelqu'un ne sait pas nager parce qu'il refuse de sauter dans une piscine en portant des bottes en béton. De plus, ajouta Blackwell, Mademoiselle Morrison n'a aucune expérience en gestion d'entreprise, en stratégie d'investissement ou en planification successorale. C'est une jeune diplômée avec une expérience minimale du monde réel. Mes parents acquiescèrent solennellement, jouant parfaitement leur rôle. Des membres de la famille inquiets, contraints à contre-cœur de protéger une fille bien-aimée de son propre manque de jugement. Les demandeurs proposent une structure de fiducie gérée, conclut Blackwell. Avec des fiduciaires expérimentés supervisant les actifs jusqu'à ce que Mademoiselle Morrison démontre la maturité nécessaire pour une telle responsabilité. Les fiduciaires expérimentés étant mes parents, naturellement, les mêmes fiduciaires expérimentés qui n'avaient jamais occupé un véritable emploi entre eux. Le juge Peton examina les photographies avec intérêt. Ces images montrent Mademoiselle Morrison dans ce qui semble être un poste de service. Oui, votre honneur. Servant à table dans un café local. Et cela s'est produit pendant la période de mise à l'épreuve lorsque les actifs de la succession étaient gelés. C'est exact. Le juge fronça les sourcils pensivement. Donc Mademoiselle Morrison subvenait à ses besoins par un emploi honnête plutôt que... Quelle aurait été l'alternative? Blackwell hésita légèrement. Eh bien, quelqu'un avec une planification financière adéquate aurait des ressources. Des ressources d'où exactement? La succession était gelée en attendant cette audience. Je regardais Blackwell réaliser qu'il avait mis ses clients dans une impasse. Si j'avais eu une fortune indépendante, cela aurait sapé leur argument selon lequel j'avais besoin de l'argent de grand-père. Si je n'avais pas eu de fortune indépendante, alors travailler pour subvenir à mes besoins était exactement ce que toute personne responsable ferait. Le fait, votre honneur, est que les choix de Mademoiselle Morrison reflètent un schéma de mauvais jugement. Travailler pour payer son loyer reflète un mauvais jugement. Travailler dans la restauration quand on a un diplôme en droit suggère une ambition limitée. Et voilà. Le préjugé de classe qui couvait sous la surface a finalement éclaté. Dans le monde de Blackwell, certains emplois étaient inférieurs à certaines personnes. Le travail manuel était une preuve d'échec moral plutôt qu'une éthique de travail honnête. Je sentais mon téléphone enregistrer chaque mot, capturant l'élitisme décontracté qui sonnerait très différemment une fois réécouté. L'expression du juge Peton était illisible. Je vois. Et qu'est-ce que les demandeurs proposent comme preuve de leur propre aptitude à gérer ces actifs? Des décennies d'expérience de vie, votre honneur. Un jugement mature. Robert Morrison a été impliqué dans diverses entreprises. Des entreprises prospères. Une autre hésitation. Les affaires impliquent des risques, votre honneur. Parfois, les entreprises ne tiennent pas leurs promesses initiales. Ce qui signifie qu'elles ont échoué. Ce qui signifie qu'elles ont fourni des expériences d'apprentissage précieuses. Si la gymnastique mentale était un sport olympique,
Blackwell aurait remporté une médaille d'or. 47 ans d'échecs financiers étaient devenus des expériences d'apprentissage précieuses. Cela devenait intéressant. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires car c'est là que tout a changé. Le juge Peton se pencha en arrière sur sa chaise, examinant les preuves devant lui. Les photographies, les relevés financiers, les témoignages de moralité que mes parents avaient rassemblés. Tout était conçu pour me dépeindre comme une enfant incompétente qui était tombée sur une richesse qu'elle ne pouvait pas gérer. Mademoiselle Morrison, dit-il, vous avez été remarquablement silencieuse pendant ces débats. Je me levai lentement. J'écoutais, votre honneur. Et quelle est votre réponse à ces allégations concernant votre aptitude en tant que bénéficiaire? Ici, une personne normale aurait pu se défendre, aurait pu argumenter sur l'injustice de juger quelqu'un par ses circonstances temporaires, aurait pu faire remarquer l'hypocrisie évidente de la position de mes parents. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis la petite-fille de grand-père William, et il m'a mieux élevé que ça. Votre honneur, dis-je calmement. J'aimerais m'adresser à la cour concernant mes qualifications. Veuillez procéder. Je jetai un coup d'œil à mes parents qui se penchaient en avant avec une anticipation à peine dissimulée. Ils pensaient que c'était mon moment de craquer sous la pression pour prouver leur point sur mon immaturité et mon mauvais jugement. Les plaignants ont présenté des preuves que je travaille comme serveuse dans un café local, commençai-je. C'est exact. Pendant la période de succession, lorsque mes comptes personnels ont été gelés en raison de leur lien avec les actifs de la succession, j'ai pris un emploi honnête pour subvenir à mes besoins. Le juge Peton hocha la tête. Réponse raisonnable à des circonstances difficiles. Merci, votre honneur. Les plaignants ont également soutenu que je manquais de l'expérience et de l'éducation nécessaires pour gérer des actifs importants. Et votre réponse? Je pris une inspiration, sentant le poids du moment. Tout ce que grand-père William avait investi en moi, chaque leçon qu'il m'avait apprise sur la dignité et la persévérance se résumait à cela. Votre honneur, mes parents semblent croire que travailler comme serveuse me disqualifie de la gestion de l'argent. Je fis une pause, les regardant directement, mais ils ont oublié de mentionner ce que je fais quand je ne sers pas de café. Le front de ma mère se fronça légèrement. Quelque chose dans mon ton lui semblait différent de ce qu'elle avait attendu. Je suis curieux d'en savoir plus, dit le juge Peton. Et c'est là que j'ai prononcé la phrase qui allait hanter mes parents pour le reste de leur vie. Votre honneur, pendant que mes parents recueillaient des preuves de mon soi-disant mauvais jugement, ils ont oublié de demander ce qui me qualifiait pour ce jugement en premier lieu. J'ai fouillé dans ma mallette et j'ai sorti un portfolio en cuir. J'ai obtenu mon diplôme magna cum laude de la Harvard Law School. J'ai passé 3 ans chez Morrison Phillips & Associates, spécialisé en planification successorale et droit des successions. Je travaille actuellement comme serveuse non pas parce que je ne peux rien faire d'autre, mais parce que je refuse de compromettre mon intégrité en me battant pour ce que mon grand-père m'a laissé. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. De plus, continuai-je, mes parents affirment que je suis incapable de gérer 4,8 millions de dollars, mais eux-mêmes n'ont jamais réussi à gérer quoi que ce soit, sauf à vivre de la générosité de mon grand-père pendant des décennies. L'expression du juge Peton passa d'un léger intérêt à une attention vive. Mais voici ce qui démontre vraiment mon aptitude en tant que bénéficiaire, dis-je, ma voix calme et claire. Je savais que cette audience révélerait exactement qui sont mes parents. J'ai donc pris la précaution d'enregistrer chaque mot qui a été prononcé ici aujourd'hui. Je sortis mon téléphone, l'application d'enregistrement toujours en marche, y compris le commentaire de votre honneur sur le fait qu'une serveuse gérant des millions était assez brillante. Le juge Peton pâlit. Pas seulement pâlit. La couleur s'est drainée de son visage comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Attendez, balbutia-t-il. Je n'ai jamais. Je n'ai pas dit. En fait, votre honneur, vous l'avez fait, ainsi que plusieurs autres observations que, je crois, le conseil de révision judiciaire pourrait trouver intéressantes. La salle d'audience éclata en chaos. Mes parents me regardaient comme si je venais de révéler que j'étais une extraterrestre. Blackwell avait l'air d'avoir avalé sa mallette. Et le juge Peton, eh bien, le juge Peton avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que sa carrière était peut-être finie. Avez-vous déjà vu la vision du monde de quelqu'un s'effondrer en temps réel? C'est assez spectaculaire à voir. Le juge Peton feuilletait frénétiquement ses notes, essayant apparemment de comprendre comment tout cela avait pu si mal tourner, si vite. Mes parents avaient une conférence urgente et chuchotée avec Blackwell,
qui n'arrêtait pas de secouer la tête comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Votre honneur, Rebecca se leva avec aisance. Étant donné la nature irrégulière de ces procédures, je demande une suspension immédiate pendant que nous déterminons les prochaines étapes appropriées. Suspension accordée, dit Peton rapidement. 1 heure. Dès qu'il eut fui le banc, mes parents m'encerclèrent comme des abeilles en colère. Qu'est-ce que tu penses faire, bon sang, siffla papa. Me protéger du parti pris judiciaire, répondis-je calmement. Bien que je doive dire, je suis impressionné par la minutie avec laquelle vous avez enquêté sur mon historique d'emploi tout en ignorant complètement mon parcours éducatif. Tu nous as laissé croire que tu n'étais qu'une serveuse, accusa maman. En fait, je ne vous ai jamais rien dit. Vous avez supposé, ce qui est différent de mentir, bien que je réalise que la distinction pourrait être trop subtile pour des gens qui ont passé des décennies à vivre de l'argent des autres. C'est un piège, interjeta Blackwell. Non, monsieur Blackwell, c'est de la documentation. Le Connecticut est un État à consentement unilatéral, comme vous le savez sûrement. Tout ce qui est enregistré ici est parfaitement légal. La beauté des révélations choquantes est de voir les priorités des gens se réaligner en temps réel. Soudain, mes parents n'étaient plus préoccupés par mon aptitude en tant qu'héritière. Maintenant, ils s'inquiétaient d'expliquer à leur cercle social pourquoi leur fille venait de les humilier publiquement. Tu ne peux pas utiliser cet enregistrement, dit papa désespérément. En fait, je peux et je le ferai. Tu vois, grand-père William m'a appris quelque chose d'important. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Aujourd'hui, vous m'avez tous montré exactement qui vous êtes. Allez, s'il te plaît, supplia maman. Nous sommes de la famille. La famille n'essaie pas de se voler. Mère, la famille ne paie pas d'enquêteurs pour se suivre mutuellement. Et la famille ne rit certainement pas pendant qu'un juge partial se moque de leur fille en pleine audience parce que oui, ils avaient ri, tous. Quand le juge Peton a fait sa petite blague sur les serveuses gérant des millions, mes parents et leurs partisans réunis avaient ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. L'enregistrement a capturé chaque rire. Que voulez-vous ? Demanda Blackwell, allant droit au but. Je veux exactement ce que grand-père William voulait, que son testament soit honoré, et que sa petite fille hérite de ce qu'il a choisi de lui laisser. Et l'enregistrement va où il doit aller. Conseil de révision judiciaire, association du barreau de l'État, nouvelle locale si cela les intéresse, cela dépend de la façon dont cette procédure se termine. Au cours de l'heure suivante, plusieurs choses intéressantes se sont produites. Rebecca a déposé une motion de récusation judiciaire basée sur un parti pris démontré. La greffière a commencé à passer des appels urgents concernant des irrégularités dans la procédure, et mes parents ont finalement compris que leur fille n'était pas l'enfant naïf qu'ils avaient manipulé pendant des décennies. Quand nous sommes revenus dans la salle d'audience, le juge Peton semblait avoir vieilli de 5 ans. Après mûre réflexion, commença-t-il, sa voix notablement moins assurée qu'avant. Cette cour reconnaît que certains commentaires ont pu créer une apparence de partialité dans ces procédures. Une apparence de partialité est comme appeler quelqu'un inapte à l'héritage en raison de son emploi temporaire n'était qu'un petit accroc de procédure. Par conséquent, je me récuse de cette affaire. L'affaire sera transférée à un autre juge pour un nouvel examen. Mes parents avaient l'air malades. Blackwell avait l'air de vouloir disparaître. Et moi, j'avais l'air d'exactement ce que j'étais. La petite fille de grand-père William, qui avait appris des meilleurs comment gérer les brutes avec grâce et une efficacité dévastatrice. Votre honneur, dit Rebecca, compte tenu des circonstances, nous déposerons également des plaintes auprès des organismes de surveillance appropriés concernant les débats d'aujourd'hui. C'est votre droit, bien sûr. Alors que nous sortions de la salle d'audience, je surpris mes parents en train de me regarder avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Ni colère, ni déception, quelque chose de plus proche de la peur. Ils venaient de réaliser qu'ils jouaient aux échecs avec quelqu'un qu'ils pensaient jouer aux dames. Fin de partie. Partie. 3 jours plus tard, l'enregistrement était partout. Non pas parce que je l'avais divulgué. Je ne suis pas si vindicative, mais apparemment quelqu'un au greffe du tribunal a trouvé le comportement du juge Peton si épouvantable qu'il a veillé à ce que la communauté juridique locale en entende parler. Incroyable la vitesse à laquelle les nouvelles circulent dans les petits cercles juridiques. Juge sous enquête pour partialité en salle d'audience était le titre du Connecticut Law Tribune. L'enregistrement a été diffusé sur les chaînes de télévision locales avec ma voix soigneusement coupée pour protéger la vie privée.
Mais les commentaires du juge peut-on conserver dans toute leur splendeur préjudiciable? Une serveuse qui gère des millions. Tout simplement brillant. Est devenu un mème instantané dans les cercles juridiques de Twitter. Rien de tel que de devenir un exemple édifiant sur l'éthique judiciaire, j'imagine. Mon téléphone sonnait constamment. Des journalistes demandant des déclarations. Des avocats proposant de me représenter, des parents éloignés se souvenant soudainement qu'ils se souciaient de mon bien-être. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais un appel valait la peine d'être pris. Mademoiselle Morrison, ici David Chen du State Judicial Review Board. Monsieur Chen, nous avons reçu votre plainte officielle concernant la conduite du juge Peton. Je tenais personnellement à vous assurer que nous prenons cette affaire très au sérieux. J'apprécie cela. L'enregistrement que vous avez fourni démontre un parti pris judiciaire clair et des commentaires inappropriés. Le juge Peton a été temporairement suspendu en attendant une enquête complète. Temporairement suspendu. En termes judiciaires, c'était fondamentalement une condamnation à mort pour sa carrière. Les juges qui font l'objet d'une enquête pour partialité ne se remettent généralement pas de cette expérience. Que se passe-t-il ensuite avec mon affaire? Elle a été réaffectée à la juge Maria Santos. C'est l'une de nos juges des successions les plus respectées. 30 ans sur le banc, un dossier impeccable. Votre audience est prévue pour lundi prochain. Lundi. Après des mois d'incertitude juridique, tout serait enfin résolu en 4 jours. Monsieur Chen, encore une chose. Cela affectera-t-il la révision des autres affaires du juge Peton? Nous menons un audit complet de ces décisions récentes. Si nous trouvons des schémas de partialité ou de conduite inappropriée, les parties affectées auront des motifs d'appel. Ainsi, ma petite séance d'enregistrement pourrait aider d'autres personnes qui avaient été soumises à la marque de justice particulière du juge Peton. Grand-père William aurait approuvé ce bénéfice collatéral. Le week-end passa lentement. Mes parents n'ont pas appelé. Pas de SMS, pas de tentative de contact. Selon Rebecca, Blackwell s'était retiré de leur représentation, invoquant des divergences irréconciliables dans la stratégie juridique. Traduction, ils ne voulaient pas que son nom soit associé à leur humiliation imminente. Ils avaient engagé un nouvel avocat, quelqu'un de moins cher et moins expérimenté, quelqu'un prêt à poursuivre une affaire que tout le monde savait maintenant condamnée. Dimanche soir, je me suis assise dans mon petit appartement, passant en revue tout ce qui avait conduit à ce moment. La petite fille qui avait été confiée à la maison de grand-père parce qu'elle était gênante. L'adolescente qui avait vu ses parents s'attribuer le mérite de ses réalisations. La diplômée de l'université qui avait été exclue des célébrations familiales parce qu'elle risquait d'éclipser ses proches. Tout cela m'avait préparé pour cette semaine. Pour le moment où je cesserai enfin de me plier à l'égoïsme des autres et commencerai à exiger le respect que grand-père William m'avait toujours dit que je méritais. Lundi matin, je me suis habillée avec soin dans le tailleur bleu marine que j'avais porté aux funérailles de grand-père. Professionnelle, respectueuse, mais avec une autorité subtile qui n'était pas là auparavant. 6 mois de bataille juridique m'avaient changé, raffiné, transformé en quelqu'un qui ne serait pas ignoré ou sous-estimé. La juge Maria Santos était tout ce que le juge Peton n'était pas: professionnelle, courtoise, axée sur le droit plutôt que sur les préjugés personnels. Elle a examiné les dossiers de l'affaire avec une attention particulière, a posé des questions pertinentes et a traité tout le monde dans sa salle d'audience avec un respect égal. Ceci est une affaire de succession simple, a-t-elle commencé. Le défunt a clairement exprimé ses intentions dans un testament légalement valide. Il incombe au plaignant de démontrer des raisons impérieuses pour lesquelles ses intentions ne devraient pas être honorées. Le nouvel avocat de mes parents, un homme nerveux nommé Patterson, a présenté essentiellement les mêmes arguments que Blackwell, mais sans les commentaires préjudiciables du banc. Son affaire sonnait exactement comme ce qu'elle était. Des membres de la famille ayant un droit acquis, mécontents d'être exclus d'un héritage qu'ils n'avaient jamais mérité. Mademoiselle Morrison, dit la juge Santos quand ce fut mon tour, avez-vous quelque chose à ajouter? Seulement ceci, votre honneur. Mon grand-père était un homme qui valorisait l'intégrité, le travail acharné et la responsabilité personnelle. Il a choisi de me laisser sa succession non pas parce que j'étais de la famille, mais parce que j'ai démontré les qualités qu'il respectait. J'ai l'intention d'honorer cette confiance. La juge Santos hocha la tête pensivement. Monsieur Patterson. Vos clients ont-ils des preuves d'incapacité réelle ou d'influence indues au-delà de la spéculation sur le statut d'emploi temporaire de la bénéficiaire? Patterson fouilla impuissant dans ses papiers. L'emploi démontre.
L'emploi démontre quelqu'un qui subvenait honnêtement à ses besoins pendant une période difficile. À moins que vous n'ayez des preuves de fraude, de coercition ou d'incapacité mentale, cette cour ne voit aucun motif pour annuler un testament clair et légalement exécuté. Et juste comme ça, c'était fini. Dans l'affaire Morrison contre Morrison, cette cour ne trouve aucune preuve convaincante pour invalider le testament de William Morrison. La succession sera distribuée conformément aux intentions clairement exprimées du défunt. Avec Haley Morrison comme bénéficiaire principal, le marteau de la juge Santos s'abattit avec une finalité nette qui résonna dans la salle d'audience. Mes parents restèrent figés sur leur siège, comprenant enfin que leur mois de manœuvre juridique n'avait rien accompli, si ce n'est d'exposer leur propre caractère. De plus, continua la juge Santos, étant donné la nature frivole de cette contestation et son impact sur les ressources de la succession, les plaignants sont ordonnés de payer tous les frais de justice et honoraires d'avocat associés à ces procédures. C'était la cerise sur le gâteau. Non seulement mes parents avaient perdu leur tentative d'obtenir l'argent de grand-père, mais ils devaient maintenant payer pour le privilège d'avoir leur avidité étalée en pleine audience. La justice a parfois un merveilleux sens de l'humour. Alors que les gens sortaient de la salle d'audience, je restais assise un instant, absorbant la réalité. 4,8 millions de dollars. Assez d'argent pour faire ce que je voulais, où je voulais, pour le reste de ma vie. Mais plus important encore, la justification. La preuve que la confiance de grand-père William en moi avait été justifiée. Félicitations, dit Rebecca, rassemblant ses dossiers. Bien que je doive dire que je n'ai jamais vu une affaire se résoudre comme celle-ci. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons que la succession soit réglée, ce qui devrait être de routine puisqu'il n'y a plus de litige. Vous aurez accès à votre héritage dans les 30 jours. Mes parents s'approchèrent lentement de notre table, ressemblant à des endeuillés à leurs propres funérailles. Le visage de papa était gris. Les yeux de maman étaient cernés de rouge. Et ils se tenaient tous les deux comme des gens qui venaient de réaliser qu'ils avaient détruit quelque chose d'irremplaçable. Allez, commença maman. Il faut qu'on parle. Non, vous n'avez vraiment pas besoin. S'il vous plaît. Nous sommes toujours de la famille, n'est-ce pas? Parce que la famille n'engage généralement pas d'avocat pour se prouver mutuellement incompétente. Papa s'avança. Nous avons fait des erreurs. Nous ne pensions pas clairement. Vous pensiez très clairement. Vous pensiez à 4,8 millions de dollars et à la façon de mettre la main dessus. Nous étions inquiets pour toi, insista maman. Vous étiez inquiet pour vous-même. Il y a une différence. Ils restèrent là un long moment, attendant apparemment que je les absolve de leur comportement, que je fasse de leur culpabilité ma responsabilité à gérer, de la même manière que j'avais géré leurs problèmes toute ma vie. Mais la petite fille de grand-père William ne fait plus ça. J'espère que cela en valait la peine, dis-je finalement. Les frais de justice, l'humiliation publique, la destruction complète de toute relation qui nous restait. J'espère que prouver que je suis inapte à hériter de l'argent valait la peine de perdre votre fille. Tu es dramatique, dit papa faiblement. Le suis-je? Vous avez essayé de voler mon héritage. Vous avez ri quand un juge s'est moqué de moi au tribunal. Vous avez engagé des enquêteurs pour me photographier au travail comme si j'étais une sorte de criminel. Qu'est-ce qui était exactement dramatique dans ma réponse? Ils n'eurent aucune réponse à cela. Aucune rationalisation astucieuse qui pourrait transformer leur avidité en préoccupation, leur trahison en amour. La succession sera réglée dans les 30 jours, je leur dis. Après cela, je ferai des changements dans ma vie. Nouvelle ville, nouvelles opportunités. Je vous suggère de faire de même. Alors que je sortais du palais de justice, mon téléphone vibra de messages textes. Sarah du café me félicitant pour ma victoire. D'anciens camarades de classe qui avaient vu la couverture médiatique. Même quelques offres d'emploi de cabinet d'avocats impressionnés par ma gestion de l'affaire. Mais le message le plus important m'attendait à la maison. Une enveloppe scellée avec l'écriture de grand-père William à ouvrir après le règlement du testament. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une brève note. Allez, si tu lis ceci, cela signifie que tu t'es défendu et que tu as gagné. J'ai toujours su que tu le ferais. L'argent est à toi, à utiliser comme bon te semble, mais souviens-toi de ce que je t'ai appris. La richesse est un outil, pas un but. Utilise-la judicieusement. Aide les autres quand tu le peux, et ne laisse jamais personne te faire sentir petite.
Tu es plus forte que tu ne le crois. Amour, grand-père. 6 mois plus tard, j'écris ceci depuis mon nouveau bureau à Boston où j'ai rejoint un cabinet spécialisé en droit des personnes âgées et en planification successorale. Il s'avère qu'il y a beaucoup de familles qui luttent avec les mêmes dynamiques qui ont failli détruire la mienne. Mon héritage, j'en ai investi la majeure partie de manière responsable, comme grand-père l'aurait voulu, mais j'en ai aussi utilisé une partie pour financer une clinique juridique qui aide les gens à naviguer dans les conflits familiaux et les contestations d'héritage. Une représentation gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens de se battre pour ce qui leur revient de droit. Mes parents et moi ne nous parlons plus. Non pas parce que je garde rancune, mais parce que certaines relations ne peuvent pas survivre à certaines trahisons. Ils ont choisi l'argent plutôt que la famille. Et ce choix a eu des conséquences permanentes. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, les gens qui essaient de vous détruire vous rendent en fait service. L'avidité de mes parents m'a forcé à découvrir des forces que je ne connaissais pas. Leur trahison m'a appris la différence entre les liens du sang et la vraie famille. Leur tentative de m'humilier a fini par prouver exactement pourquoi grand-père William m'a choisi comme héritière. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de récits sur les drames familiaux, les victoires juridiques et l'importance de se défendre lorsque les personnes censées vous aimer le plus tentent de profiter de votre succès. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre au point que les opinions de vos ennemis deviennent complètement hors de propos. Croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre.